bonsoir tout d'abord et heureux de vous accueillir pour cette troisième conférence. Nous avions eu cette première conférence la semaine dernière sur le Gandhara qui a été suivie logiquement un peu plus. On continue notre cheminement bouddhique, je dirais, en allant vers l'Asie du Sud-Est, puisque ça c'est une autre des spécialités de la galerie, je dirais tout à fait consistante d'ailleurs avec le Gandhara et l'Inde, puisque aujourd'hui, ce soir, nous allons vous présenter des œuvres bouddhiques. Et lorsqu'on parle de Bouddha, comme vous le savez, on commence par l'Inde, et en fait, le bouddhisme s'est développé en passant par l'Inde. Par conséquent, l'Asie du Sud-Est était pour nous tout à fait logique dans les pièces. Et puis aussi, je vais vous dire, c'est parce qu'on aime cet art bouddhique, et on va parler d'ailleurs de différentes pièces dans des styles complètement différents d'ailleurs, qui en sont une illustration. Un petit mot très rapide sur l'état du marché, puisqu'on en a parlé chaque fois. Là aussi, je dirais que nous avons un marché qui est, je dirais, tout à fait stable, ou tout à fait même dynamique, quand on voit des résultats de vente aux enchères. Nos difficultés à acheter de manière générale, et je parlerai d'ailleurs plus précisément d'une période que nous aimons beaucoup, et ce soir, je n'ai aucune pièce à vous présenter. Et je dirais qu'on a à la fois le développement d'un intérêt des collectionneurs occidentaux, et en particulier européens, mais également des collectionneurs thaïlandais. Donc ça, c'est un phénomène plus récent, parce que si vous êtes allé en Thaïlande, il n'y a plus aucune pièce à vendre depuis peut-être une quinzaine d'années, depuis au moins 10 ans. Je me rappelle mes premiers voyages en Thaïlande dans mon autre vie de banquier. On arrivait, il y avait quand même de nombreux antiquaires et on pouvait trouver des pièces qui étaient intéressantes. Bon, c'est terminé depuis à peu près une quinzaine d'années. Donc en fait, toutes les œuvres que l'on peut voir dans l'art thaïlandais, et c'est vrai dans les autres domaines, sont des œuvres qui ont été achetées il y a déjà longtemps, qui ont été achetées par des collectionneurs européens ou américains. Et donc, logiquement, si vous voulez, des collectionneurs thaïlandais ou des antiquaires thaïlandais vont se tourner vers nous, et on est régulièrement questionné d'ailleurs sur des pièces que nous présentons, par exemple, sur notre site web. Voilà. Juste un petit point, parce que je risque de l'oublier ensuite. Vendredi à 18h, il y a une quatrième conférence, mais qui est organisée par la BRAFA. En fait, je crois que c'est le début des BRAFA Art Talks. Et il y aura 4 conférences qui seront faites, 4 présentations. Et la BRAFA nous a demandé, avec grand plaisir pour nous, de parler de l'art du Gandhara. Donc, je sais qu'on en a déjà parlé. Si l'un d'entre vous a manqué la présentation ou veut en savoir davantage, mais je ne suis pas certain que ce serait le cas, vendredi à 18h, vous pouvez vous inscrire à ce BRAFA Art Talk ou à d'autres BRAFA Art Talks, puisqu'il y en a 4 et c'est toujours des sujets qui sont intéressants. Alors, pour commencer, aujourd'hui, on le fait en direct de la galerie, complètement en direct, je dirais. Donc, pardonnez-nous pour des mouvements, en fait, à travers la galerie ou des mises au point. Donc, on va commencer. Logiquement, lorsqu'on pense Asie du Sud-Est, eh bien, la jointure, le jalon de l'Inde vers l'Asie du Sud-Est, c'est le Sri Lanka, ce qu'on appelait avant l'ancienne Ceylan. Donc, allons voir un petit bronze de cette période-là. Donc, je suis heureux de vous accueillir dans le bureau d'Anne-Laure, qu'il a à peu près rangé aujourd'hui, et qui a au moins l'avantage d'être toute la journée entouré de toutes ces pièces très intéressantes. Alors, voilà notre petit Bouddha du Sri Lanka. Alors, ça, c'est vraiment le jalon incontournable, comme je le disais, lorsqu'on va passer de l'Inde vers l'Asie du Sud-Est, vu la localisation géographique du Sri Lanka, ce qu'on appelait Ceylan. Et c'est l'origine du bouddhisme est extrêmement ancienne dans cette région, puisqu'en fait, c'est Mahinda, le fils du fameux empereur Asoka des Mauryas, qui, environ 250 à 210 ans avant Jésus-Christ, vous voyez bien l'ancienneté, donc il a envoyé son fils pour développer, faire connaître le bouddhisme dans cette région. Et celui-ci a fondé un monastère dans cet endroit qui est très connu aujourd'hui, qui est Anuradhapura. Et ce Bouddha
est tout à fait caractéristique de Anuradhapura. Voilà, donc c'est et en fait ce monastère a joué un rôle absolument considérable dans le développement du bouddhisme, bien sûr au Sri Lanka, mais ensuite comme passage en fait vers l'Asie du Sud-Est, et on parlera de la Thaïlande ensuite. Bon. Alors moi je suis très heureux de vous présenter ce Bouddha parce que ce sont des pièces qui sont extrêmement rares. Alors, c'est une pièce d'abord en termes de datation, hein, parce que je vous ai dit que le bouddhisme était très ancien, mais c'est bien évidemment pas une pièce de cette période-là. On est à la fin de la période, de ce qu'on appelle justement la période Anuradhapura, c'est-à-dire le Xe siècle. C'est tout à fait caractéristique du Xe siècle. Et on reconnaît d'ailleurs dans une influence aussi bien Pallava et Chola, donc les Chola étaient régné en fait dans le sud de l'Inde. Donc logiquement, on a cette influence dans cette période. Le début en fait de la période Chola est très caractéristique de ces Bouddhas assis. On a toute une documentation d'ailleurs sur ces pièces du Sri Lanka. C'est un bronze solide. Hein, ça, c'est une des caractéristiques de ces bronzes. Une taille fine. Vous voyez, il y a une taille fine et à la fois des épaules assez larges. Et ça, c'est tout à fait typique de ces Bouddhas de cette période. La présence du Sangati, c'est-à-dire le châle monastique qui part de son épaule gauche, et aussi caractéristique de ces Bouddhas, et je dirais que ça fait partie de leur charme et tout, ce visage un peu arrondi. Bon, voilà, mais c'est vraiment, j'étais très très content de l'acheter dans une collection américaine, parce que de nouveau, c'est des pièces très rares. On en a vendu un à la Brafa d'ailleurs, je m'en rappelle, il y a peut-être 4 ou 5 ans. Mais vous voyez, c'est vraiment la grande difficulté. Et c'est des Bouddhas, moi je trouve très touchants, de très belles pièces. Alors, en plus, on a l'avantage, c'est important, les questions de provenance sur une pièce comme celle-ci, vous l'imaginez bien. Donc, c'est une collection américaine qui a été constituée en 1957, au dire en fait des héritiers. Et ensuite, cette pièce s'est baladée aux États-Unis. Baladée n'est pas vraiment le bon mot. En fait, elle a été exposée au musée de Phoenix en 2003, ensuite à Stanford en 2005 et finalement en Virginie en 2006. Et elle a d'ailleurs été publiée dans le catalogue de l'exposition qui portait sur le Sri Lanka par le musée de Phoenix. Donc voilà, donc une pièce remarquable et je suis heureux en fait de pouvoir commencer cette présentation avec cette pièce. Alors, on va continuer maintenant par une pièce. On va aller complètement vers le sud de l'Asie du Sud-Est. Donc là, on va faire un grand voyage d'un seul coup, mais en respectant finalement un ordre chronologique. Et je vais vous montrer aussi une très récente acquisition là, et une pièce très intéressante. Alors, voilà notre pièce. Je suis sûr que vous allez reconnaître tout de suite le style de Borobudur. Et en effet, nous avons là un Bouddha, ce qu'on appelle le Bouddha des 5 directions, tout à fait caractéristique de Borobudur, et donc de la période 8e, 9e siècle. Regardez ce profil. D'abord, je crois qu'il faut le regarder. Ces visages, ce sont vraiment les visages les plus iconiques, un vrai sentiment de splendeur, de mystère, de méditation, je dirais. Bon, alors, je vais vous dire tout de suite, il n'y a pas de restauration, mais malheureusement, en fait, il a été très abîmé, puisqu'en fait, nous n'avons que la moitié du visage, et c'est pour ça que nous présentons le profil. Bon. Mais, de nouveau, le profil est tellement beau que je n'ai eu aucune hésitation à l'acquérir, et puis ces pièces-là sont extrêmement rares. Alors, quelques mots en fait sur cette tête de Bouddha et puis l'histoire en fait. Le bouddhisme s'est développé donc au 8e, 9e siècle grâce à la dynastie Sailendra qui régnait près de Yogyakarta. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller à Borobudur, mais encore, c'est un endroit absolument extraordinaire qu'il faut voir et se lever très très tôt le matin pour voir le lever du soleil sur ce fameux site qui contenait de mémoire 504 Bouddhas. Vous voyez, là encore, c'est un endroit absolument emblématique. Une pierre tous qui est faite d'andésite et en fait une pierre volcanique. Oui, cette région est extrêmement volcanique.
Alors, là aussi, c'est une bonne transition. C'est une bonne transition de l'Inde vers l'Asie du Sud-Est, puisque si on regarde le visage, si on regarde la chevelure, toutes les bouclettes, ça nous fait penser, vous voyez ce visage un petit peu arrondi, aussi un petit peu très légèrement joufflu, ça nous fait penser aussi au style Gupta. Et ce qui est logique, hein, puisque de nouveau, le bouddhisme est venu à partir de l'Inde, nous sommes au 8e, 9e siècle, donc en fait, on est juste après ce qu'on appelle la période Gupta. Donc, un profil absolument magnifique, malheureusement fragmentaire. Alors, il y a quand même une très bonne nouvelle, hein, c'est qu'au niveau de son prix, on a eu l'occasion d'en vendre un. Il y a très, très peu de ces pièces. Hein. On en connaît, il y en a bien sûr au musée Guimet, au Metropolitan Museum de New York, au Rijksmuseum également à Amsterdam, ce qui est assez logique. Et nous en avons vendu un il y a 3-4 ans qui, lui, était entier, au Asian Civilization Museum de Singapour. Alors, ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'au moins l'avantage, c'est que là, on a une pièce, le profil est magnifique, c'est vraiment une très belle pièce, une très belle antiquité, une très belle œuvre, et en plus très décorative. Et l'avantage, c'est que, vous voyez, celle qu'on avait vendue, et les prix, en fait, hein, pour des pièces comme ça, lorsqu'elles sont entières, on a un prix à 6 chiffres à peu près, hein, même à 6 chiffres. Bon. Tandis que là, bien évidemment, en fonction de son état, ça permet de la proposer à un prix extrêmement raisonnable et vraiment de se faire plaisir avec une pièce vraiment importante. On est Borobudur, c'est fantastique. Provenance des années 80 de cet antiquaire dont nous avons parlé déjà à plusieurs reprises, en l'occurrence Borogobar. Alors maintenant, nous allons passer à la Thaïlande. Donc, on revient un peu en arrière, mais je suivais un ordre chronologique. Et l'art thaïlandais, donc, qui est quand même extraordinaire, qui est une richesse, une diversité fantastique. Alors, l'art thaïlandais, ça commence, le bouddhisme, en fait, commence avec une période que personnellement, moi, j'aime beaucoup, qui est la période du royaume Dvaravati, et les pièces que l'on appelle Mon Dvaravati. Donc, et en fait, cette période Dvaravati va durer à peu près jusqu'au XIIe siècle. Et là, de nouveau, alors malheureusement, je n'ai aucune pièce à vous présenter de ce fameux royaume de Dvaravati. On a eu l'occasion d'en présenter très régulièrement, mais là aussi, bah, vous imaginez bien que ce sont des pièces qui sont rares. On avait présenté une tête de Bouddha absolument fantastique au Parcours des Mondes. On a eu l'occasion aussi à la Brafa d'en présenter. Mais toutes ces pièces ont été vendues à ce jour et j'ai essayé d'acheter un joli bronze de Dvaravati, mais malgré nos marges très respectables et très, en fait, très limitées, j'aurais dû le présenter à un prix qui, lui, n'aurait pas été raisonnable en fonction de cette pièce. Donc, peut-être que le collectionneur se décidera à me la vendre à un prix logique et raisonnable un de ces jours. Mais malheureusement, on n'a pas de pièce Dvaravati. Alors, heureusement, on a quand même une pièce, là aussi une récente acquisition, très atypique, très originale, superbe, monumentale, et qui vient en fait, et qui a des emprunts importants de cette période Dvaravati. Et alors, je vous présente cette pièce que vous n'avez pas vue, et qui revient juste du soclage. Quand je parle de monumental, vous la voyez par rapport à moi. Et donc, un style inimitable, je dirais. Hein, c'est vraiment très, très particulier. Et donc là, on est dans le royaume d'Aripunchaya. Alors, en fait, c'est au nord de la Thaïlande. La capitale, c'est Lamphun. Et c'est un royaume qui a été fondé au 8e siècle par une dynastie des migrants Mon. Donc là, je parlais aussi de Dvaravati. Dvaravati, c'était des tribus Mon également, hein, des tribus qui existent toujours, hein, que vous trouvez dans le nord de la Thaïlande. Et donc, il y avait des émigrants Mon qui étaient venus de Lopburi, où s'épanouissait à cette époque la tradition artistique de Dvaravati. Donc, bien évidemment, il y a une influence. Alors, ce royaume d'Aripunchaya va perdurer jusqu'en 1292. En 1292, ce sont les Thaïs du royaume de Lana, la Thaïlande était très fragmentée à cette époque, qui vont en fait prendre l'Amphoe. Mais cet art va perdurer en fait au moins pendant un siècle, et donc
pour nous, en termes de datation, on a fait de nombreuses recherches dessus. C'est une pièce du XIVe siècle, donc en fait, qui est la fin du royaume d'Aripunchaya, le début en fait de cette période Lana. Donc, parlons maintenant, après ce cours historique, ce qui est intéressant sur ces pièces, d'abord, vous avez un visage, regardez le visage, un visage très expressif, très original. Hein, il y a ces traces de lac, hein, comme vous voyez, qui sont anciennes et on n'y a pas touché. C'est une pièce aussi, j'aurais dû vous le dire dès le début, qui est faite en terre cuite stuquée, donc recouverte de stuc. Et de nombreuses pièces de cette période Aripunchaya sont faites justement en stuc. Donc, un caractère très expressif, un visage large, avec un front s'évasant au niveau des tempes. Caractéristique aussi de cette période, c'est un liseré au niveau de la chevelure que l'on devine, hein, on devine ici, mais qui est disparu pour une partie. Cette forme Dieu, des lèvres qui sont bien dessinées, même si il y a toutes ces lacs en fait qui ont été rajoutés, hein, puisque c'était une pièce qui devait avoir une polycomie très riche. Et vous le voyez d'ailleurs sur les lobes d'oreilles, celui de droite a été conservé et on voit en effet ces traces de lac très anciennes. Donc là, de nouveau, c'est une pièce rarissime. Hein. On a eu l'occasion de vendre à la Brafa l'an dernier une autre pièce, Aripunchaya, mais qui était plus petite, qui était très belle aussi. C'est vraiment des pièces que j'aime beaucoup. Mais là, c'est vraiment une pièce monumentale, c'est une pièce qui est unique. Elle a même des airs, je dirais, elle a des airs tribaux quelque part. Hein. C'est assez étonnant. J'aimerais bien la présenter au Parcours des Mondes au mois de septembre, si elle est toujours avec nous, car ça ira très très bien dans cet événement. Voilà. Alors, un point important en termes d'une excellente provenance que vous connaissez bien, c'est Marcel Nice à Anvers, hein, qu'il avait vendu à un collectionneur néerlandais, si je me rappelle, il y a déjà de très nombreuses années. Voilà, donc vraiment une pièce magnifique. Alors ensuite, on va passer maintenant, après cette transition, on va passer davantage vers cet art thaïlandais que nous connaissons beaucoup plus et qui commence avec, et on va vous présenter ce soir une pièce Hutong et deux pièces Ayutthaya. Mais quand on parle de l'art de la Thaïlande, on pense d'abord à Sukhothai, parce que c'est vraiment durant le royaume de Sukhothai, 13e siècle à peu près, qu'un art thaïlandais s'est vraiment affirmé, avec un style bien particulier. Vous voyez une grande différence de notre tête, Aripunchaya, ou si je pouvais vous en présenter, mais vous en trouverez dans les pièces vendues sûrement sur le site internet des pièces de la période Mon Varavati, là où on a vraiment un style bien particulier. Là, maintenant, on va avoir un style qui va s'affirmer avec beaucoup de diversité, beaucoup de variantes, mais qui va s'affirmer avec cet art, d'abord Sukhothai et ensuite Hutong Ayutthaya. Alors, je m'arrête juste, mais très rapidement, parce qu'on l'a mis dans notre catalogue. Ce n'est pas une pièce qu'on avait prévu de montrer, mais c'est l'avantage d'être à la galerie. On a quand même de nombreuses pièces. Et justement, voilà un exemple de Sukhothai. Ça, c'est une pièce remarquable également, que nous présenterons un de ces jours. Mais regardez ce visage allongé, ce nez aquilin, la forme. C'est une pièce absolument magnifique, hein, donc un bronze typique de Sukhothai. Et vous voyez bien évidemment que là, on change complètement de style par rapport à la période Mon Varavati, ou notre superbe tête de Bouddha Aripunchaya. Alors, ensuite, on a la période suivante, donc qui se passe entre le XIIe et le XVe siècle, avec le prince Hutong, le royaume Hutong, qui se trouvait à une centaine de kilomètres à l'ouest d'Ayutthaya, et une pièce que j'aime beaucoup, moi que j'aime beaucoup personnellement et que j'aime bien présenter. Un très beau buste, et là de nouveau on va retrouver des styles, on va trouver aussi bien encore des emprunts à la période Dvaravati, logiquement. Également ce visage un tout petit peu carré, je dirais,
va nous faire penser à la période Khmer. Là aussi, il y a des influences en Thaïlande qui sont logiques. Le Khmer de Lopburi, en fait. Et puis ensuite, bien évidemment, des emprunts tout à fait clairs de la période d'excellence du royaume de Sukhothai. De nouveau, vous voyez ce nez aquilin que l'on voit, des sourcils très arqués, comme on avait tout à l'heure sur notre tête Sukhothai. Oui, Sukhothai. Très belle proportion du torse aussi, c'est une pièce très, très bien proportionnée. Et enfin, ce qui est important aussi du point de vue esthétique, c'est encore toutes ces traces de laque qui ont subsisté, donc qui donnent beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité à notre Bouddha. Et on voit très bien, en fait, les restes. C'est une pièce qui a vécu pendant des siècles et des siècles, puisqu'on a encore ces traces de feuilles d'or. On voit ici très bien cette trace de feuilles d'or, de la laque rouge également. C'est une pièce qui vient d'une collection française. En fait, c'est un collectionneur français qui l'avait acheté, pour être précis, le 9 février 1970 auprès de nos amis de la Compagnie de la Chine et des Indes à New Friedland, une galerie que vous connaissez sûrement. Donc, vraiment une pièce de musée, là aussi, très intéressante. Le liseré aussi, que l'on voit ici, qui est tout à fait typique de Hutong. Et ce qu'on appelle Hutong C, qui est la période à peu près du XVe siècle. Le Hutong est divisé en 3 catégories du point de vue iconographique, A, B, C, tout simplement. Voilà. Continuons ensuite avec, maintenant, on va aller vers Ayutthaya, en fait. Donc, Ayutthaya, 2 acquisitions récentes aussi. Donc, je vais commencer par ce Bouddha debout. C'est rare d'avoir de trouver un Bouddha debout. Et là, donc on est à peu près 16e, 17e siècle. Une très belle pièce aussi. Regardez son pouvoir esthétique. On a ce visage légèrement carré aussi. Donc, vous voyez, on compare par rapport à Hutong, différent de notre pièce Sukhothai cette fois-ci. Et donc, on est plutôt de nouveau avec un emprunt, le Khmer de Lopburi. Les yeux très bien dessinés, un visage très méditatif. Là aussi, je dirais beaucoup de personnalité, ce qu'on a un Bouddha. Et c'est un Bouddha paré. Vous voyez donc sa couronne, ce diadème en fait, qui est ouvragé avec des représentations florales. Très, très beau. On ne s'en lasse pas. Quand on le regarde, on ne s'en lasse pas. Alors, on a un autre Bouddha, pareil, aussi Ayutthaya, un petit peu différent. Justement, c'est intéressant d'avoir vu le premier parce que vous voyez, là on a le visage plus à la Sukhothai, c'est-à-dire beaucoup plus allongé, par contre assez similaire au niveau des sourcils. On a également donc son diadème, puisque c'est le Bouddha couronné et qui est orné de l'ensemble de ses motifs. Lobe d'oreille qui a été conservé ici avec les pendentifs, tandis que celui-ci manque, collection italienne. Voilà, donc là aussi une pièce intéressante à un prix très raisonnable, mais de toute façon je ne me rappelle jamais des prix, tous les prix vous les avez dans le catalogue que nous avons envoyé. Voilà donc pour la période thaïlandaise, et maintenant on va revenir dans le bureau d'Anne-Laure pour parler d'une période alors complètement différente, un style complètement différent. Ce sont nos bronzes de Dongson, qui sont aussi, alors on est Asie du Sud-Est, qui sont une de nos spécialités importantes. On repasse devant notre Bouddha de Java. Regardez ce profil. Alors, donc, le Dongson. Le Dongson, c'est des pièces que nous avons collectionnées depuis de très nombreuses années. Je me rappelle avoir fait un catalogue sur cette superbe collection
de Lan Fan, qui était une grande collectionneuse de Dongson avec des pièces de qualité extraordinaire. Ça remonte maintenant au moins à une dizaine d'années. Et toutes les pièces d'ailleurs ont été vendues et on a continué à acheter, mais ça devient de plus en plus difficile. Parce que là, je dirais dans le Dongson. Le Dongson, qu'est-ce que c'est? C'est à peu près moins 500 ans avant Jésus-Christ et on termine sur le début de notre ère avec le début de la période de l'invasion chinoise. Ce qui fait d'ailleurs que vers le 1er, 2e siècle, on a des pièces de fusion, je dirais, entre le style chinois du sud de la Chine et le style Dongson. Dongson, nous sommes le nord du Vietnam. Donc, c'est le delta du fleuve Rouge. Et donc, c'est vraiment dans cette région que l'on va avoir le Dongson qui, après, va se développer. C'est absolument remarquable, c'est important de le mentionner. On va retrouver, bien sûr, le Dongson au Cambodge, c'est assez logique, c'est à côté, mais également en Thaïlande. Et on va trouver un Dongson aussi en Indonésie, puisque là, le fleuve Rouge, on est proche de la mer et il y avait du commerce qui se faisait, des bateaux qui allaient vers l'Indonésie et donc qui ont amené également des objets de Dongson et développé un style indonésien du Dongson. Alors, il faudrait que je mentionne aussi que c'est un projet qui date d'il y a pas mal d'années et j'espère que cette fois-ci, nous allons mener à bien. Il n'y a pas d'ouvrage aujourd'hui complet sur le Dongson vietnamien. Il y a pas mal d'articles, il y a des ouvrages qui ont été faits par des Vietnamiens qui récapitulent un peu tout un tas de pièces, mais je dirais il n'y a rien de complet. Et donc là, on a lancé un projet. Aujourd'hui, ce sont nos auteurs qui travaillent et en association avec en particulier le musée Guimet, le musée Cernusky, le musée de Hanoï. On a la chance d'avoir un aéropage fantastique pour écrire sur le Dongson. On a les meilleurs spécialistes là-dessus. J'espère que c'est un livre qu'on pourra vous proposer en 2022. Bon, avec la situation actuelle, les choses sont un peu compliquées. Les voyages ne peuvent pas se faire pour aller prendre des photos à Hanoï, et ainsi de suite. Alors, le Dongson, on en trouvait en France, logiquement. C'est un peu l'héritage des colonies, c'est l'héritage de l'Indochine. Et d'ailleurs, la plupart de nos pièces, mentionnées Lan Fan, viennent de collections françaises. Mais maintenant, bien évidemment, ça devient de plus en plus difficile. Au Vietnam, c'est la même chose et les collectionneurs vietnamiens s'y intéressent. Il y a de plus en plus il y a de belles collections au Vietnam, de plus en plus de collectionneurs qui s'intéressent au Dongson parce que le Dongson, c'est vraiment le Vietnam, c'est le Vietnam du Nord et c'est même le Vietnam du Nord avant la colonisation chinoise. Alors, je vais commencer par une pièce un peu emblématique, je dirais, du Dongson, qui est ici cet emblème, une sorte de blason en fait. Donc imaginez-le, c'est des objets funéraires, c'est pour ça qu'ils sont revenus jusqu'à nous. Et donc imaginez ça sur la poitrine d'un chef de village en fait. Ceci explique qu'on a ces trous ici et donc cette plaque en fait va être un signe de pouvoir. Alors typique de la période de Dongson, c'est peut-être pas très facile à voir, mais cette plaque est intéressante pour ça, parce que nous avons tout un tas de représentations dessus, et qui sont souvent des représentations d'ailleurs des emprunts de l'environnement du fleuve Rouge. Donc ici, si vous le voyez, mais sinon vous le verrez sur notre site internet, on a ici un animal, une sorte un peu de pélican et tout, oiseau des marais. Ici, on va trouver des guerriers emplumés, puisque c'était un chef de tribu, donc c'était important justement de lui donner ce pouvoir et de lui donner cette iconographie. Et ici, ce sont des pirogues, puisqu'on est dans le delta du fleuve Rouge. Donc en fait, on a ces grandes barques, on en a retrouvé d'ailleurs de l'époque. Il y en a qui sont exposées à Hanoï, un certain nombre. Et donc, vous avez des guerriers emplumés ici qui figurent. Là, on les voit encore mieux. Donc, ce mélange d'oiseaux, de guerriers emplumés. Donc, vous voyez une plaque qui paraît toute simple comme ça à voir. Et on est à peu près moins 200 ans avant Jésus-Christ, moins 100 ans avant Jésus-Christ. Là, à peu près. Alors, une autre pièce que j'aime bien. Alors, important sur toutes ces pièces en bronze, ce que nous faisons, nous les avons toutes radiographiées. Et dans certains cas, on est allé amener à faire des analyses d'alliage si on se pose certaines questions. Mais radiographiées parce que le bronze, malheureusement ou heureusement, se répare très bien.
Et donc, on a commencé à avoir déjà depuis un certain nombre d'années des pièces complètement reconstituées, en particulier les grands tambours. Hein. Les tambours, c'est typique de Dongson, hein. Ça vient de là-bas. Et après, on va les voir pendant des siècles et des siècles en Asie. Mais j'ai vu des tambours qui avaient été faits à partir de 3 ou 4 tambours. Donc, il est bien évident que là, l'intégrité est sérieusement compromise. Et donc, toutes pièces que nous achetons, on les radiographie pour s'assurer qu'elles ne font pas l'objet de restauration abusive. On a eu l'occasion d'ailleurs d'en parler dans une présentation récente. Alors là, une pièce aussi, sans restauration, elle est dans cet état qui est très intéressant. La patine est belle, regardez, parce qu'il a été faite une patine qui a été faite avec le temps. C'est en fait l'oxydation du bronze avec l'humidité. Et puis ces motifs, tous ces cercles, en fait, qui sont tout à fait caractéristiques de la période de Dongson. Donc, en fait, un grelot, il y a toujours son grelots à l'intérieur, aucune restauration dessus, comme nous l'a montré. Mais voilà un petit objet aussi. On est toujours dans cette période qui est un peu avant notre ère. Alors, on pourrait, tiens, ici, ça aussi, c'est une pièce, on a une forme vous voyez, une forme qui rappelle des objets chinois. Ici, une tête de macara, donc c'est vraiment une pièce de fusion qui est un petit peu postérieure, qui est davantage début de notre ère, qui est une pièce très rare d'ailleurs, qui vient de cette fameuse collection Lanfam. C'est une des rares pièces qui me restent. Alors ici, un personnage très intéressant. Là aussi, n'hésitez pas à aller sur le site internet pour voir des photos beaucoup plus détaillées, parce que de nouveau, c'est très riche. Ici, on va voir par exemple ces petits cercles de nouveau, typiquement dongsonien. Donc en fait, il s'agit d'un musicien, un homme assis sur un socle, regardez, c'est intéressant, sur un siège dont les pieds sont entourés de cordages. Et on voit très bien encore les traverses à deux montants et ce cordage. Alors l'anneau rond qui est au-dessus, on le retrouve d'ailleurs sur pas mal d'objets. Alors on pourrait penser que c'est un anneau, c'est clairement pour suspendre l'objet. C'était vraiment l'objectif. Donc, est-ce que c'était un poids pour une balance il y a des objets que l'on connaît pour cette raison. Ou simplement, est-ce que c'est un pendentif un peu lourd, mais un pendentif. Les cheveux, là, très caractéristiques, rassemblés en longues tresses vers l'arrière. Et encore, mais je dirais, là aussi, on a une pièce qui a plus de 2000 ans. Et malgré la corrosion, c'est pas qu'on devine, on voit encore très clairement la chevelure. Donc ce personnage est nu, à l'exception d'un pagne. Son corps, comme nous l'avons dit, est décoré de spirales, tout à fait caractéristique de ce style. Donc là, on est dans le style Dongson, qu'on va également appeler Banxiang, ou le style Batabang. C'est en fait une ville qui est située au Cambodge. Et si vous êtes allé au Cambodge, à Siem Reap, voir ce fameux site d'Angkor, on vous a peut-être amené jusqu'au lac Tonlé, qui est limitrophe. Et donc, en fait, c'est cette région Batabang qui est près du grand lac Tonlé, qui est à peu près à 1 heure de Siem Reap, si je me rappelle. Donc, ce personnage, je vous l'ai dit, c'est un musicien et il joue un instrument que l'on voit bien ici, qui est tout à fait caractéristique, qui est un instrument avant, un peu la cornemuse de l'époque, et qu'on appelle le khen, K-H-E-N. Voilà, donc une gourde tressée également, de laquelle partaient plusieurs tuyaux de bambou. Voilà, donc cette patine verte, encore de nouveau, qui est simplement ce qu'on appelle le verre malachite, qui est simplement le résultat de cette oxydation. Elle est dans cet état. On a la radiographie qui est disponible et qui montre qu'il n'y a pas eu non plus de restauration. Et peut-être encore un point que j'aurais dû mentionner, vous voyez ce visage qui est très, très particulier, c'est vraiment les visages de cette époque et dans le style dongsonien. Voilà. On pense que cette pièce viendrait, il y a eu des pièces qui ont été trouvées dans des fouilles archéologiques au cimetière de Long Vac au Vietnam, à Ban Chiang en Thaïlande. Donc, ça pourrait faire penser à cette origine. Et de mémoire, c'est une collection allemande.
Voilà, juste pour terminer, c'est pas bien éclairé ici, mais je ne peux pas m'empêcher de vous montrer, parce que j'y pensais en parlant du visage. Je vais la mettre meilleure lumière. Voilà. Alors, c'est ce que l'on appelle, là aussi, on est complètement Dongson. C'est une pièce emblématique du Dongson. Je parlais des tambours, mais également les épées et les dagues. C'est logique, puisque un chef de village, par exemple, un chef de tribu, on allait lui mettre bien évidemment sa plaque, son emblème, son blason, mais également des dagues. Et alors là, celle-ci, c'est en fait ce qu'on appelle une épée courte. Vous voyez, la taille est plus longue qu'une dague. Et c'est une pièce extrêmement rare parce que on a un visage encore qui nous fait penser justement au visage que l'on avait vu, cette couronne au-dessus. Et surtout, ici, on a un pagne long qui nous permet de l'identifier avec la couronne comme la représentation d'une femme. Et en fait, c'est sûrement un hommage à une reine qui a été dans cette région et qui avait lutté contre les Chinois à l'invasion chinoise à cette époque. Donc, on en connaît une dizaine de pièces dans le monde avec une représentation féminine sur cette partie de l'épée. Voilà ce que je voulais vous présenter ce soir. Donc, on a couvert encore de grandes distances, pas mal de pièces, et je serai heureux si je peux répondre à quelques questions. Et bien sûr, on est toujours à votre disposition, j'insiste. Si une pièce vous intéresse, pour vous en parler davantage dans le détail, on peut faire ça en Zoom, en FaceTime, ce que vous voulez au téléphone. Sur le site internet, vous avez, je pense, la plupart de nos pièces aussi avec des photos détaillées. Et donc là, bien évidemment, on sera enchanté de poursuivre cet échange. Voilà, écoutez, nous allons clore donc cette série de 3 présentations. J'espère vraiment que, bien sûr, ça n'a pas compensé le plaisir de nous retrouver à la BRAFA comme chaque année ou dans un autre événement, mais au moins de partager avec vous nos plaisirs, en fait, parce que c'est vraiment toujours difficile d'en parler simplement par écrit. C'est pour ça qu'on a commencé à faire des vidéos et tout. Pour nous, toutes ces pièces, c'est d'abord des émotions, des pièces que nous avons achetées, pas seulement parce que c'est dans nos domaines, mais d'abord parce qu'on les aime, elles nous plaisent, elles sont intéressantes. Donc, de nouveau à votre disposition pour en parler davantage. Et puis, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne soirée.